Bonjour à toutes et à tous. C'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons aujourd'hui, Fabienne et moi, pour aborder, aujourd'hui donc la philosophie positive, cultiver le bien-être et l'épanouissement. Donc, pour, ceux et celles qui ont déjà participé, le webinaire donc, aura une durée d'1 heure. Vous n'aurez pas accès donc aux caméras, au micro, mais vous avez un onglet chat en bas à droite. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous avez envie de poser des questions, voilà, de faire des remarques pour faire vivre, j'allais dire, un petit peu ce webinaire. Donc, pour rappel, ce webinaire s'inscrit dans notre offre de prévention à distance Prévaesio. C'est une programmation que vous pouvez retrouver dans son intégralité en vous connectant à votre espace adhérent. Je vais pas monopoliser plus que ça la parole. Je vais laisser Fabienne commencer et puis je vous retrouverai donc en fin d'heure. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon webinaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Fabienne. Donc, je suis heureuse de retrouver certaines personnes d'entre vous, même si je ne vois pas vos visages. Je pense que certaines ont déjà suivi les webinaires que j'ai pu animer avec Aesio. Pour les nouvelles personnes, vous allez voir que pendant ce webinaire, je ferai référence à d'autres conférences qui ont eu lieu, puisque tout a un lien, tout a un sens. Surtout sur cette thématique de développement personnel. Donc, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle conférence sur le thème de cultiver le bien-être. Bien évidemment, ça nous séduit tous. Et nous allons commencer par cette introduction à la philosophie positive pour s'épanouir au quotidien. Alors, je prendrai soin tout au long de ce webinaire de regarder le chat si vous avez des questions qui se réfèrent au thème que je suis en train d'aborder. Sinon, je reprendrai ça à la fin de la conférence où on vous laissera avec Lydie un espace pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas pour que ce webinaire soit dynamique ou en interrogation, en question. Si j'utilise un terme que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me faire répéter parce que d'autres seront contents que vous ayez posé la question. Il n'y a pas de questions stupides. Je vais essayer d'animer le plus simplement possible, même si sur ce webinaire, vous allez voir que il y a beaucoup de théories, c'est-à-dire que je fais référence quand même à nos pères, à ceux qui ont initié cette philosophie positive. Voilà. Et surtout, également des exercices tout au long de ce webinaire pour que vous puissiez, dans votre quotidien, petit à petit, à votre rythme, commencer à mieux vous sensibiliser, mieux vivre cette philosophie positive. Chacun son rythme, j'en parle à chaque fois. Nous sommes uniques dans notre unicité, nous avons chacun nos besoins, notre rythme. Et à la fin de ce webinaire, je vous engagerai à mettre en application les exercices, les réflexions que je vous ai suggérées et que je vous ai communiquées. Mais surtout, aucun ajout, j'allais dire, de culpabilité. Faites ça à votre rythme, tout en douceur, au juste moment, quand ce sera le bon moment pour vous. Voilà, donc je suis coach de vie, je me présente brièvement, je suis coach de vie, je suis conseillère en images et je vais animer cette conférence avec vous, ce webinaire sur le thème du développement personnel, sur la philosophie positive qui s'inscrit, comme l'a dit Lydie, dans le droit fil de ces schémas de prévention santé. Alors, l'objectif de la conférence, c'est de comprendre les fondements en fait, de cette psychologie positive et son lien avec la philosophie positive. Parce que souvent, on utilise les deux mots, philosophie, psychologie. Donc, vous allez voir que j'aime bien les définitions et vous expliquer les petites nuances, les petites différences qu'il peut avoir. Nous allons découvrir les leviers concrets qui vont favoriser ce bien-être et cet épanouissement personnel, des outils pratiques inspirants. Alors, on parle de vie plus alignée, plus optimiste, riche de sens. Pourquoi on parle de ça? Puisque on le sait, dans nos vies, dans la société dans laquelle nous évoluons, on est de plus en plus en stress, en surmenage,
avec cette quête de sens. Souvent, on a cette perte de sens, cette quête de bonheur, hein, pour de multiples raisons, de multiples en fait, fractures de vie. Alors, je vais vous donner un petit peu le plan que je vais suivre, hein, pour ne pas trop m'éloigner du sujet. D'abord, je vais définir ce qu'est la philosophie positive, les piliers de la psychologie positive avec le modèle PERMA dont je vais vous parler, la différence entre la philosophie positive et puis ce qui peut nous paraître par moments une pensée positive un petit peu naïve, hein, c'est-à-dire un peu en décalage par rapport à notre quotidien. On parlera également de minimalisme épicurien, le bonheur dans la simplicité, aimer son destin, hein, avec la mort fati de Nietzsche, un langage intérieur bienveillant, on va expliquer ce que c'est, hein, pour pas que ça reste des mots justement, le recadrage cognitif, hein, au niveau de la pensée. On parlera quand même de solitude chronique qui est un défi contemporain et qui peut aller à contresens, hein, de ce bien-être et de cet épanouissement, qui peut être un frein, une barrière. Le sens de la vie, hein, cette quête personnelle, et aussi la positivité toxique, hein, sachant la reconnaître et également l'éviter. Voilà le programme de cette heure que nous allons passer ensemble. Alors, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, les fondements de la philosophie positive. Alors, il y a vraiment une différence entre la pensée positive, la philosophie positive et la psychologie positive. Alors, je vois juste dans le chat, quelqu'un, Jean-Luc, me demande qu'est-ce que c'est que coach de vie. Alors, coach, c'est le mot anglais, hein, voilà, exactement. Accompagner les personnes dans leurs projets personnels, professionnels, c'est-à-dire, j'allais dire, révéler les potentiels, hein. Le coach, c'est l'accompagnement. Il n'est pas là pour trouver le sens de votre vie, mais vous aider à révéler le beau potentiel que nous avons chacun dans notre unicité, dans notre spécificité. Alors, pensée positive, c'est une aptitude mentale qui consiste à se concentrer sur les aspects favorables. C'est-à-dire qu'on anticipe les résultats positifs, on va cultiver l'optimisme. Mais attention au déni de la réalité, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas ignorer les problèmes au lieu de les affronter. On est toujours dans la voie du milieu des taoïstes, hein, de trouver le juste milieu. La philosophie positive, elle est une doctrine philosophique qui a été élaborée au XIXe siècle par Auguste Comte, fondateur du positivisme. Donc là, c'est basé, cette philosophie positive, elle est basée sur des faits observables et vérifiables. La psychologie positive, donc là on a vu pensée, philosophie, la psychologie positive a été élaborée un peu plus tardivement dans les années 2000 par Martin Seligman. Et là on est sur des valeurs de bien-être, de résilience, afin d'améliorer la qualité de vie et de favoriser l'épanouissement. Alors, je reviens peut-être sur ce thème de résilience que j'écris dans le chat pour ceux qui n'ont jamais entendu ce mot. C'est un terme physique, hein, la modification d'un corps sous l'effet de la chaleur, par exemple. En développement personnel, quand on parle de résilience, on parle de ce qui va transformer va me rendre plus fort. Tout ce qui ne me tue pas va me rendre plus fort, c'est-à-dire les difficultés, les obstacles de la vie qui m'ont fait grandir, même dans la souffrance, dans la difficulté, mais qui ont fait de moi la personne que je suis devenue. Mais je reviendrai sur ce thème un petit peu plus tard. Alors, les piliers, là on a vu les fondements, hein, donc entre pensée positive, psychologie et philosophie. Donc en fait, les piliers du bien-être dans la psychologie positive, c'est le modèle PERMA. Alors le modèle PERMA, je l'écris dans le chat. Vous n'allez peut-être pas forcément retrouver les mots en français, puisque en fait on parle d'emotion, engagement, relation, meaning, hein, c'est les mots en anglais. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va parler avec ce modèle en fait PERMA, on parle d'émotions positives. Donc déjà, gratitude, la joie, la sérénité. Alors la gratitude, c'est le fait de savoir dire merci, hein, parce que parfois on me
demande qu'est-ce qu'est ce terme. Hein. Le E, il est mis pour engagement, c'est-à-dire on s'engage dans le flux de la vie, dans le flow, avec des activités qui vont nous motiver. Le R est mis pour l'importance de nos relations, de nos liens sociaux que nous avons tissés jusqu'alors, de nos liens affectifs. En fait, vraiment, c'est le besoin fondamental de tout être humain. Le M est mis pour meaning en anglais, c'est-à-dire le sens. Hein, quel sens je vais donner à ma vie? Donc, ça peut être effectivement au niveau de la spiritualité, de mes valeurs, de ma contribution au monde, mais ça peut être aussi dans quel sens je vais aller. Hein. Voilà, vraiment le sens dans la première définition. Et le A est mis pour accomplissement, c'est-à-dire mes buts, ma progression, ma réussite, mes réussites. Alors, outils pratiques pour cultiver ce bien-être, puisque là, je vous ai quand même parlé de références précises. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tenir, par exemple, un journal de gratitude, c'est-à-dire de le dire à haute voix, de remercier pour ce que l'on a eu, pour ce que l'on a, pour ce que l'on aura aussi. Une méditation de pleine conscience. Pratiquer de l'autocompassion, c'est-à-dire qu'on est très fort pour apporter de l'affection, de la gentillesse à autrui. Mais en fait, il s'agit de se traiter en fait comme son meilleur ami. Hein, voilà, de son meilleur ami. Alors, fixer les objectifs, se fixer des objectifs qui vont être motivants, qui vont être réalistes. Il y a quand même l'importance d'une routine, c'est-à-dire une routine dans son bien-être au niveau du sommeil, de son alimentation, de son mouvement. Alors, quelqu'un me demande si je vais partager un support. Il n'y a pas de support. Je vais faire référence à des outils, comme par exemple la pyramide de Maslow, que vous trouverez dans d'autres webinaires que j'ai animés. Voilà, et comme je vais y faire référence, c'est un petit peu pour vous pousser à aller écouter ces webinaires et à aller utiliser les outils, trouver ces outils. Mais à chaque fois, je noterai les références. Alors, par exemple, si on parle d'exercice de visualisation positive, vous pourrez en trouver sur les sites internet qui sont souvent animés par des sophrologues. Vous allez trouver également des micro-méditations qui vont être guidées. Voilà, il y a beaucoup d'outils qui sont à disposition sur le net. N'hésitez pas d'en user, d'en abuser en fonction de votre humeur, de vos besoins du moment. Hein, ça va vraiment vous permettre d'aller de la théorie à la pratique. Alors, il est important, me semble-t-il, de parler de cette philosophie positive, mais de la contrer un petit peu avec la pensée positive naïve. C'est-à-dire qu'il y a quand même un danger du déni des émotions, de toutes nos émotions négatives, de la réalité, où parfois on n'a pas assez confiance, on n'a pas assez d'énergie pour affronter les problèmes. Alors, comment vais-je définir la pensée positive naïve? Ça serait un peu une vision simplifiée du positivisme, c'est-à-dire elle peut apparaître parfois contre-productive. Elle consiste à croire que tout ira bien, qu'on y croit très fort, et en fait, on ne prend pas en compte la réalité, les difficultés et peut-être nos responsabilités personnelles. C'est-à-dire que la pensée positive naïve, elle va reposer seulement sur des pensées positives, qui peuvent effectivement nous aider à transformer la réalité, mais sans action concrète, ni prise en compte des obstacles. Alors, on se dit par exemple, si je pense au succès, je réussirai forcément. Il suffit que je sois positive pour que les problèmes disparaissent. Bon, vous savez très bien que dans la vie, ce n'est pas comme ça que ça se passe, que ce n'est pas suffisant. Bien évidemment, notre mental va être en connexion avec notre cœur et notre physique. Donc, si on est motivé, si on est envahi, inondé de pensées positives,
bien évidemment, ça va nous aider à affronter ces obstacles, ces difficultés, et qu'il vaut mieux penser positif. Mais si on est simplement dans le mental et pas dans l'action, on reste dans cette pensée positive naïve qui ne va pas générer de l'action et des changements. Hein, voilà. Alors, les limites de cette approche, vous l'avez compris, c'est la négation des émotions négatives, hein, c'est-à-dire que je refoule tristesse, peur, colère, toutes ces émotions négatives qui, j'insiste là-dessus, sont naturelles et sont utiles. Toutes les émotions que nous allons éprouver sont utiles. Hein, c'est comme un warning du corps qui nous dit « Attention, je t'informe que je génère une émotion pour une prise de conscience. » Alors, évitons quand même la culpabilisation parce que si on échoue, on va souffrir et à ce moment-là, on va se dire c'est peut-être j'ai eu un manque dans cette pensée positive et de ce fait, contre-productif, ça va accentuer le mal-être. On peut se dire que si je continue à être dans cette pensée positive naïve, c'est un manque de lucidité et que ça m'empêche d'avoir une vision, une analyse réaliste des situations et que ça peut m'amener effectivement à des mauvaises décisions. Ça peut être perçu aussi comme une superficialité, c'est-à-dire j'ignore la complexité de ma problématique qui va peut-être nécessiter du temps, des efforts, un travail d'introspection. Voilà, je me limite à cette pensée. Oui, ça me fait penser à la méthode Coué. Hein. Tout va bien, je vais de mieux en mieux. On s'est aperçu que cette méthode avait vraiment des limites, qu'elle fonctionnait pour certains, pour les plus optimistes, et que les personnalités plus anxieuses n'arrivaient pas avec cette méthode à évoluer, puisqu'il ne suffit pas d'avoir ce mental, j'allais dire d'acier, pour arriver à un résultat concret. Hein. Il faut vraiment se mettre en action. Alors, à l'inverse, la pensée positive lucide, hein, qui n'est plus naïve, je reconnais les difficultés, cela va favoriser une attitude qui va être au final constructive. Je vais devenir actrice, je vais devenir acteur de ma vie. Hein. J'accueille à ce moment-là toutes les émotions négatives et positives avec bienveillance, avec authenticité et avec honnêteté avec moi-même. Je ne me cache pas sous un masque, je suis vraiment juste honnête avec moi-même. Alors, cette pensée positive lucide, qui n'est plus naïve, va combiner de l'optimisme, qui est réaliste en fait, des actions concrètes et là encore, je parle de résilience, c'est-à-dire cette capacité à surmonter les chocs traumatiques et en faire une force. Alors, la résilience, souvent, on me dit que c'est Boris Cyrulnik qui en a beaucoup parlé. Boris, effectivement, a fait des ouvrages, des conférences sur ce thème. Et en fait, la paternité de la résilience, c'est John Bowlby, c'est un Américain, qui a mis ce concept en fait en place pour révéler effectivement la capacité que nous pouvons avoir humains à surmonter les difficultés de vie. Alors, je vous fais une petite citation de la pensée positive réaliste, c'est-à-dire ce n'est pas parce que je pense positif que tout ira bien, mais penser de manière positive va m'aider à faire face à ce qui va arriver. Vous voyez, c'est une manière, un prisme de… Voilà. Oui, alors les limites, bien sûr, Jean-Luc dit les limites de la résilience, mais bon, tout a des limites, mais la résilience, c'est vraiment cette aptitude à se dire que nous sommes en capacité, et nous le savons, nous avons traversé des choses difficiles, douloureuses, des moments de vie complexes, et de se retourner, là, c'est un petit peu le seul moment en développement personnel où on va se retourner et voir le chemin parcouru, la force, toutes les belles capacités qu'on a pu avoir. Alors, oui, ça dépend. Alors, je lis le chat en même temps. Ça dépend de notre environnement, alors social, bien sûr, mais je parlerai quand même de complétude.
de complétude, c'est-à-dire la complétude d'essayer de tendre vers ça. Nous sommes un produit fini, enfin, nous essayons d'être un produit fini, complet, et déjà d'avoir cette autonomie affective qui va nous permettre déjà de trouver les ressources au plus profond de nous, sans avoir besoin dans un premier temps d'aide extérieure au niveau du social. C'est très important. La résilience vraiment se puise dans un premier temps au plus profond de notre être. Et bien évidemment, si on a la chance d'avoir un bel environnement familial, amical, ça va nous cimenter cette complétude. Alors, on parle de minimalisme épicurien. Alors, c'est très à la mode en ce moment dans nos sociétés, le bonheur dans la simplicité, dans le minimalisme, c'est-à-dire d'essayer de ne plus aller dans ces temples de la consommation et de consommer avec une conduite éco-responsable. Alors, Épicure parlait de cette quête du plaisir raisonné pour avoir moins de possessions, plus de paix intérieure. Voilà, c'est important, à mon sens, de le souligner parce qu'on est vraiment dans nos sociétés. Alors, je ne sais pas les âges des personnes qui me suivent, mais suivant nos âges, on a connu autre chose que les jeunes qui commencent à aborder maintenant leur vie d'adulte. C'est-à-dire, on n'était pas du tout dans cette quête de la tyrannie du bonheur, la consommation à tout prix, la société de l'image. Il est important de se recentrer et de voir les petits plaisirs de la vie, les instants de bonheur, de savoir les voir, les contempler et les savourer pour continuer cet émerveillement. C'est là qu'on comprend le bonheur dans la simplicité qui va nous amener à cet équilibre émotionnel, sachant bien que le bonheur n'est jamais permanent. C'est ce qu'on appelle les hauts et les bas de la vie. Ces fluctuations, comme nos fluctuations hormonales, sont normales. Alors, le minimalisme épicurien est donc cette approche de vie qui allie le minimalisme moderne, pour vivre avec moins, pour vivre mieux, avec cette ancienne philosophie d'Épicure. C'est-à-dire pas de plaisir excessif, une recherche du bonheur dans la sobriété, la sagesse et l'amitié. Donc là, on voit encore l'importance de notre environnement social. Alors, Épicure disait « Rien n'est suffisant pour celui à qui le suffisant est trop peu. » Rien n'est suffisant pour celui à qui le suffisant est trop peu. C'est toujours cette quête de toujours plus. Il y avait une publicité comme ça, je me rappelle, il y a quelques années, de Balzen, Monsieur Plus, d'en avoir toujours plus, qui quand même de manière amusée illustre le comportement humain. On a toujours tendance à voir l'herbe plus verte du voisin, à en vouloir toujours plus, au lieu de savourer, j'allais dire de se contenter déjà de ce que l'on a. Il y a un exercice en développement personnel que je suggère le soir de trouver dans sa journée 3 choses positives. Et il y en a qui me disent, j'y arrive pas. On a parfois du mal à en parler parce qu'on banalise les choses qu'on a eues dans la journée, c'est-à-dire le simple fait de pouvoir se lever seul, peut-être faire sa toilette seul, pouvoir se préparer un repas. Il y a un monsieur qui me disait un jour sur un atelier, je me lève le matin en savourant, en me disant que je suis dans un pays libre. Voilà, de conscientiser ces petits moments de bonheur que nous avons tous dans notre quotidien. De ce fait, on se satisfait de plaisirs simples, un bon repas, une conversation sincère, un moment de calme, un moment de partage avec des amis, et on évite, j'allais dire, les désirs vains, la recherche de pouvoir, de gloire, la tyrannie de l'image, etc. Donc tout ce que cette société moderne tend à nous inculquer, à faire passer pour la concrétisation d'un bonheur pérenne. Alors, les principes clés de ce minimalisme, ça va être moins de possession,
plus de paix intérieure. Oui, je vois Marie-Paul qui dit Les 3 kiffs de Florence Servan-Schneeberg. Oui, un ouvrage excellent, oui, que je recommande tout à fait. Alors là, je vais faire référence à un webinaire que j'ai déjà animé sur j'allège ma maison, j'allège mon mental. Donc, c'est prouvé en neurosciences que lorsque, d'ailleurs on le sait, quand on va faire du ménage, quand on va ranger sa maison, on est mieux, on se sent beaucoup mieux. Et voilà, ce superflu, parfois même de meubles, de bibelots, va encombrer notre espace et notre esprit. On sait que les personnes qui gardent tout, qui sont atteintes du syndrome de Diogène, il y a vraiment un lien au niveau cognitif, une pathologie, c'est une sorte de TOC, de trouble obsessionnel compulsif. Le fait de ranger, de nettoyer, d'alléger, ça va alléger notre mental. Donc, je vous incite vraiment à regarder ce webinaire qui est très intéressant. Germaine me demande de répéter, mais je ne sais pas ce que vous souhaitez que je répète. Bon, vous allez me le noter, je vais le faire. Alors, des désirs naturels, des désirs nécessaires, n'oublions pas. Alors, le nom du livre, oui, c'est les 3 kiffs, c'est exactement ce qui a été noté. Alors, les désirs nécessaires, les besoins nécessaires, c'est manger, dormir, boire, aimer aussi. Et là, je vais faire référence à la pyramide des besoins fondamentaux, qui est la pyramide de Maslow. Alors, c'est un outil que vous trouverez soit sur Internet, soit que vous trouverez sur les précédents webinaires où, effectivement, il y a d'autres documents qui sont associés. Germaine demande les webinaires. Lydie vous en parlera tout à l'heure, puisque sur chaque webinaire, vous avez la chance d'avoir des replays et de les écouter à votre convenance. Alors, je reviens à ce superflu qui peut encombrer, nettoyer sa maison, alléger au niveau de l'environnement matériel, qui va donner de la clarté mentale. Vous avez la méthode aussi de Marie Kondo, qui est un coach japonais qui va aussi, soit par des ouvrages ou des tutoriels, vous indiquer un petit peu comment optimiser le rangement dans votre habitat, puisqu'il est aussi important. Dans la pyramide de Maslow, vous verrez que notre habitat est notre lieu de ressourcement et qu'il est important de se sentir bien chez soi. On le sait, mais parfois, il y a des petites choses à faire pour qu'on s'y sente encore mieux. Voilà. On prône bien sûr dans ce minimalisme l'amitié, la simplicité, d'être entouré de ceux qu'on aime. Ça, c'est important, avec de la lucidité, de l'authenticité pour avoir des relations saines et profondes. Voilà, donc c'est vivre en fait librement, sobrement, mais joyeusement. Joyeusement en étant authentique avec soi-même. Quand on est authentique avec ses amis, des moments on dit ça va, non, aujourd'hui ça va pas. On ose exprimer auprès d'eux aussi des émotions négatives. Alors Jean-Luc Duss, c'est pas tout de le dire. Oui, effectivement, c'est très difficile de passer de la théorie à la pratique, toujours remettre sur l'ouvrage. C'est pour ça qu'il est intéressant de lire des ouvrages, de suivre des podcasts, des webinaires, mais je vous engagerai encore à la fin de ce webinaire tous les jours à essayer de mettre en action quelque chose de nouveau. On dit que normalement, toute transformation s'opère au bout de 21 jours. Donc, n'hésitez pas à faire des petits pas, comme sur une échelle, petit à petit, et vous verrez que les choses, après, vont se lisser, comme si on faisait un entraînement de sport. Ça va se faire tout doucement, mais sûrement. Alors, je vous parlais tout à l'heure du fait, ça c'est Nietzsche qui avait mis qui avait parlé de ça au départ, l'amour fati, c'est-à-dire aimer son destin. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va parler d'acceptation, tout simplement, tout simplement, non, c'est pas simple, d'embrasser les hauts et les bas de la vie.
Alors, je vous l'écris parce que s'il y en a qui veulent regarder un petit peu plus, alors je vais essayer de ne pas… voilà. Alors, attendez, je vais vous l'écrire. Voilà, ça y est, c'est de Nietzsche. Voilà, donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en latin, c'est l'amour du destin. Hein, l'amour du destin. Alors, c'est une pensée du 19e siècle, hein, c'est-à-dire qui invite non seulement à accepter ce qui nous arrive, mais à l'aimer, à l'apprécier. Alors là, c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile parce que effectivement, dans l'acceptation, hein, c'est un terme qui est très fort. Vous le retrouvez dans les étapes de deuil, hein, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas cette phase d'acceptation, il n'y aura pas autre chose qui va être proposée. Alors, c'est vrai qu'en français, ce terme, quand on dit j'accepte, ça veut dire que je suis d'accord. Hein, j'accepte les conditions, je suis d'accord. Nous ne sommes pas toujours d'accord avec ce qui nous arrive. Alors, je vais le formuler de manière moins agréable, mais ça veut dire faire avec. C'est-à-dire, à partir du moment où je ne peux pas agir, où je ne peux pas changer la situation, je vais accepter la situation pour ne pas souffrir, pour ne pas continuer à souffrir, pour ne pas nager, j'allais dire, à contre-courant. Hein, quand vous faites une nage à contre-courant, en fait, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais on reste au même endroit ou parfois même on recule. Hein. Alors, Nietzsche critiquait cette vision simple du bonheur comme simple absence de souffrance, quête toujours de confort. Hein. La vie est créative et passe par une affirmation de beaucoup de choses. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas que du bonheur, hein, on le sait, il y a des douleurs, il y a des échecs, il y a des épreuves. Hein. J'aime bien l'idée de la vague. Hein. La vague, eh bien, il y a des hauts et des bas. Et puis, si vous essayez de surfer la vague, hein, le surfeur, il va utiliser la vague et puis il va revenir sur la plage. Si vous essayez de nager dans la vague, vous allez vous épuiser, peut-être boire la tasse et la vague va quand même vous ramener sur la plage. Hein, donc, l'idée, c'est de faire avec, d'essayer de surfer sur la vague, d'essayer de faire avec le mieux possible pour ne pas utiliser trop de temps, trop d'énergie. Alors, ce n'est pas l'évitement de la souffrance, hein, bien évidemment, mais c'est cette transformation de l'épreuve, hein, c'est-à-dire… ça donne un peu de profondeur à cette pensée positive. On ne cherche pas à positiver à tout prix. Hein. Alors, il y en a qui essayent de dire on trouve un sens hein, dans ces moments sombres. Et ce n'est pas toujours facile de trouver un sens. Parfois, on le trouve longtemps après. Parfois, on est encore en train de le chercher. J'entendais l'autre jour, là, j'ai animé une conférence sur le sens de la vie et quelqu'un disait, enfin, la personne qui co-animait avec moi disait, mais tout est juste dans la vie. Je ne partage pas tout à fait cette notion, en tout cas de manière basique, parce qu'il y a quand même des choses difficiles que certaines personnes vont vivre et on ne peut pas dire que c'est juste. C'est-à-dire que là, on rentre peut-être dans une perception karmique, enfin, c'est d'autres sujets, mais voilà, j'insiste sur le fait que parfois, on ne trouve pas de sens à ces moments sombres, à ces moments difficiles de vie. Hein. Cela rejoint justement la résilience, hein, c'est-à-dire on n'arrive pas toujours à faire de ce chaos une source d'élan. Hein, c'est bien beau de dire tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort, mais il y a des moments, il faut accepter d'être au fond du trou et de se dire pour l'instant, je n'arrive pas à remonter. Hein. C'est-à-dire que voilà, chaque événement, c'est comme une matière brute hein, qu'on va transformer. On essaye de cultiver cette force intérieure inébranlable. Hein. Ce n'est pas ce qui m'arrive qui va me définir, c'est en fait ce que je vais en faire. Hein. Ça, c'est, j'allais dire, l'étape incontournable au final du faire avec. En fait, hein. Voilà, du faire avec. Alors, on en vient à ce langage intérieur bienveillant. Hein. J'allais vous dire de manière simple, traitez-vous comme votre meilleur ami. Parlez-vous comme à votre meilleur ami. Parce que c'est vrai qu'on se permet de… Je ne sais pas si vous avez la petite voix qui fait le travail de sape et qui vous parle, mais cette petite voix souvent qui nous dévalorise, qui nous bloque un petit peu, qui nous parle mal et parfois même à voix haute. On va mal se parler, mal se traiter et en aucun cas on oserait parler ainsi à notre meilleur ami. Hein.
Donc, le langage intérieur bienveillant, c'est la manière dont nous parlons, soit mentalement, soit à voix haute. Souvent, cette petite voix, il faut quand même le reconnaître, elle est critique, elle est dure, c'est pas du tout bienveillant ni positif. Donc, apprenons, réapprenons à avoir pour nous-mêmes ce langage intérieur positif, bienveillant, doux, gentil, c'est-à-dire se parler avec douceur, avec encouragement, avec compréhension. Alors là, je vais faire référence à un ouvrage qui s'appelle Le pouvoir des mots de Jacques Martel. Vous en avez d'autres. Jacques Martel, il est connu aussi, certains le connaissent peut-être pour la méthode des petits bonhommes allumettes. Voilà, c'est-à-dire la manière de modifier une phrase négative en une phrase positive. C'est-à-dire, oh là là, j'ai fait ça, j'ai encore fait ça, ben, je suis nulle, c'est pas possible. Non, de dire, bon, ben là, j'ai fait ça, c'est dommage. Allez, ça ira mieux la prochaine fois. Là, ce matin, je suis un peu plus fatiguée, plus maladroite. Souvent, je fais rire le public quand je dis, qu'est-ce que vous vous êtes dit ce matin en vous regardant dans le miroir après vous être levé. Rares sont les personnes qui se sont dit des mots gentils, qui se sont dit des choses agréables. Voilà, donc ça illustre un petit peu le langage qu'on peut avoir dès le matin, dès le réveil, envers soi-même. Alors pourtant, ce langage intérieur bienveillant, il est important parce qu'il va influencer directement notre estime de soi. Alors l'estime de soi, là aussi, je fais référence, je fais de la publicité pour les autres webinaires, mais oui, l'estime de soi, c'est cette notion de valeur. Je suis quelqu'un de valable. Et il y a la notion également de confiance en soi, donc de quoi je suis capable. Ça va façonner notre réponse émotionnelle, ça va renforcer le cercle vertueux de motivation, aussi de résilience, au lieu d'entretenir le cercle vicieux d'auto-jugement toxique. C'est vraiment dans quel sens je vais faire tourner la roue. Voilà. Et d'ailleurs, quand je parle de roue, c'est que parfois, on est dans cette roue, on fait tourner avec nos pensées toxiques, négatives, et que si on arrête de tourner dans la roue va s'arrêter, et que c'est peut-être à ce moment-là qu'on va avoir, avec ce calme, du discernement et du temps. Voilà, Serge Marquis, effectivement, c'est la roue du pensouillard. Exactement. Alors, pour illustrer avec des phrases ce langage intérieur bienveillant, respectueux et encourageant, tu as fait de ton mieux, c'est déjà beaucoup. Compréhensif. C'est normal que je me sente triste, ça passera. Le temps est un grand maître. Ça peut être aussi plus constructif. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Ou alors, au niveau de la patience, de me dire, je prends mon temps parce que chaque étape va compter. Tout ça, en cultivant ce langage intérieur bienveillant, je vais prendre conscience de cette voix intérieure, voilà, sans jugement, sans critique excessive, injuste, et je vais remplacer ces critiques par des phrases, je parlais tout à l'heure d'autocompassion, par des phrases bienveillantes, réalistes, une reformulation positive. Comme un petit coach qui ferait ces phrases de remplacement, c'est-à-dire de pratiquer régulièrement, je parle encore d'autocompassion envers soi-même. Et, on parle beaucoup, même en management, de communication non violente, de CNV, voilà, communication non violente. Mais c'est se parler avec douceur, avec des mots simples, positifs et non pas négatifs. Donc, il y a un petit exercice à faire. Quand vous dites une phrase avec des mots négatifs, de le transformer en mots positifs. Ce qu'on fait souvent, c'est on vous demande un service et on répond « Oui, pas de problème, pas de souci ». Le dernier mot qu'entend notre cerveau et le cerveau de notre interlocuteur, c'est « souci ». On peut poursuivre la phrase ou la modifier. Je vous rendrai service ou je te rendrai service avec grand plaisir. Le dernier mot, c'est plaisir, c'est pas souci. Voilà, c'est le genre alors des phrases comme ça qui sont très usitées. Comme par exemple, ça tombe bien. Ben, ça tombe bien, c'est plutôt positif, mais si on réfléchit, ça tombe. Donc, dans notre schéma cognitif, c'est peut-être pas tout à fait positif.
Alors, le langage intérieur bienveillant va favoriser en fait ce bien-être durable, aider la psychologie positive, hein, dont on parle depuis tout à l'heure, de façon authentique, sans tomber dans la positivité excessive, hein, j'insiste vraiment là-dessus, en accueillant les émotions. Hein, donc, vous voyez que pas d'excès dans ce positivisme, dans cette philosophie positive, et surtout l'accueil des émotions. Là, je ne me souviens plus, mais Lydie vous le dira tout à l'heure, on a fait aussi, enfin en tout cas moi j'ai animé un webinaire sur les émotions. Parce que bon, dans une voiture, on a un clignotant, hein, orange ou rouge, quand il y a quelque chose qui dysfonctionne. Apprendre, c'était le webinaire de la semaine dernière, hein, d'écoute ton corps. Voilà, moi, j'ai une formation avec Lise Bourbeau, hein, en ce sens, c'est-à-dire d'apprendre à écouter son corps, à voir les clignotants que le corps nous envoie pour nous prévenir, en fait, que notre état mental, émotionnel et physique aussi peut dysfonctionner. Hein, c'est-à-dire de se parler comme à une personne qu'on aime, puisqu'on s'aime. Hein, c'est la notion je parlais tout à l'heure d'estime de soi, la notion de valeur, la confiance en soi, donc la notion de capacité, et il y a également la notion d'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est la notion d'aimable, c'est-à-dire aimable, je m'aime. Donc, de ce fait, je suis fière de moi et je m'aime à ma juste valeur. Et je suis digne d'être aimée de l'autre. Hein, ça aussi, bon, je ne peux pas m'étendre sur ces sujets-là très, très intéressants, hein, qui vont alimenter aussi cette psychologie positive, mais qui ont déjà été traités dans des précédents webinaires. Alors, ça nous amène, ce langage bienveillant, à un recadrage positif au niveau cognitif, hein, c'est-à-dire qu'on va changer de perspective. Hein, je parlais tout à l'heure de sens, hein, avec cette psychologie cognitive positive. On va prendre du recul par rapport à, vous savez, nos pensées automatiques qui sont nourries par nos peurs, nos croyances, souvent négatives et limitantes. Hein, c'est-à-dire qu'on va interpréter autrement, hein, les informations que nous avons à traiter, j'allais dire, au niveau du cognitif, de manière plus constructive, réaliste et positive. Vous savez, quand on dit d'un enfant, il a 7 ans, il a l'âge de raison. Alors, pourquoi on dit ça? Parce que jusqu'à 7 ans, l'enfant ne travaille qu'avec son intuition. Le mental, le Lego, chef d'orchestre, n'est pas présent. Et ça, c'est magnifique parce qu'en fait, il n'y a pas de raison dans j'allais dire, le traitement des données. Hein. Ça va être de l'authenticité, de l'impulsivité, de l'intuition. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire, par exemple, pour changer de perspective, ça va être… oui, Germaine, je vous laisse regarder le webinaire. À bientôt, avec plaisir. On peut se dire, par exemple, j'ai raté un entretien, un gâteau, etc. Maintenant, dans le recadrage, on peut dire, cette fois, alors ce gâteau n'est pas réussi ou cet entretien ne s'est pas bien passé. Je peux apprendre de cet événement et je ferai mieux la prochaine fois. Ça permet de nombreux avantages, de réduire du stress, de réduire l'anxiété, de réduire la rumination, d'améliorer l'estime de soi, de favoriser une attitude qui va être proactive, optimiste, et encore et toujours de développer la résilience. Vous voyez que tout est imbriqué. Hein, voilà, ce langage bienveillant, ce recadrage positif, c'est-à-dire j'identifie ma pensée négative, hein, mon petit mot toxique ou ma phrase limitante que j'ai pu avoir, qui est dans le droit fil de mes peurs et de mes croyances. Je peux questionner la validité, de dire, mais ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est à 100% vrai? Est-ce qu'il y a une autre façon de voir la situation? Souvent, on peut trouver une interprétation alternative qui va être vraiment réaliste, souvent beaucoup plus positive. Hein. Et en répétant ces pensées positives, ça commence à dessiner un schéma mental dans lequel, de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère, nous allons entrer. Vous allez voir que voilà, ça va s'alimenter tout seul. Hein. Voilà. Et quand on a la petite voix après qui revient, on lui dit, bon, écoute, tu te tais, ça ne m'intéresse pas. Ok, je t'ai entendu, mais je vais faire différemment.
Voilà, donc vraiment, ça nous amène à avoir ce mode de pensée que ce n'est pas les événements qui vont nous affecter, mais la façon dont je vais les interpréter. Hein, c'est là comment le mental, je parlais tout à l'heure de l'ego, mais comment le mental, souvent bien accompagné par l'ego, va interpréter les événements et va générer ces émotions. Parce que l'événement n'est pas émotion. Hein. Il y a un événement qui va générer des émotions que je vais fabriquer. C'est pour ça que vous allez voir un film et que vous allez avec une amie ou un ami et vous allez dire ah, à ce moment-là, j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé, moi ça, voilà ce que j'ai ressenti. Et l'ami va dire ah non, pour moi pas du tout. Ça fait référence à notre passé, à nos expériences, à notre propre histoire. Et de ce fait, on voit bien que l'événement, pour chacun d'entre nous, va générer telle ou telle émotion et parfois des émotions complètement distinctes et opposées et différentes. Hein. Voilà, c'est là que, encore et toujours, on revient à notre unicité, à nos spécificités. Alors, je vais boire un petit peu, je m'en excuse, parce que de parler beaucoup, après, je ne peux pas poursuivre. Je voulais vous parler de la solitude, parce que, voilà, je crois que c'est Jean-Luc tout à l'heure qui nous disait c'est pas facile de passer à la pratique, effectivement. Pourquoi? Parce que notre quotidien, il n'est pas toujours simple. Et ça fait 20 ans que j'accompagne des personnes en développement personnel et je me rends compte que on a tous un petit peu un point commun, c'est-à-dire que quand on n'est pas bien, quand on souffre, on a tendance à s'isoler, à se mettre en retrait, alors qu'on pourrait peut-être demander de l'aide à quelqu'un qui est là pour nous tendre la main. Alors, je voudrais faire le distinguo parce que cette solitude, c'est un peu un défi, cette solitude chronique, c'est un petit peu un défi, j'allais dire, contemporain, quoi. Donc, il y a la solitude subie et il y a la solitude choisie. Alors là, je vais faire référence à Sylvain Tesson, qui a écrit pas mal d'ouvrages, des podcasts sur le sujet, notamment dans les forêts de Sibérie. Où il parle beaucoup de cette solitude choisie ou subie. C'est-à-dire, bien sûr, cette solitude va avoir un impact sur notre santé mentale, sur notre santé physique. J'anime des ateliers sur le bien vieillir et le premier élément sur lequel on insiste, c'est le lien social. On sait très bien que post-Covid, post-confinement, on est dans une société de sans contact qui est préjudiciable pour chacun d'entre nous. Donc, vraiment, aller vers l'extérieur, aller vers les autres, continuer à tisser du lien social. Ça peut nous amener quand même à une solitude choisie, puisqu'il y a des personnes qui sont plus solitaires, qui ont besoin de plus de temps seuls. Mais si vous êtes ce qu'on appelle des hyposociaux, mais si vous êtes des hypersociaux, continuez avec confiance à aller dans un nouveau groupe, à tisser des nouveaux liens, parce que peut-être que la personne qui va devenir votre meilleure amie, c'est celle que vous allez rencontrer demain. Voilà, c'est toujours qui va correspondre en fait à la personne que vous êtes actuellement. Alors, la solitude chronique est quand même problématique. C'est une problématique majeure de l'humain. Elle est souvent invisible, douloureuse, alors que la solitude choisie, elle n'est pas subie. Elle n'est pas subie, ça nous amène à un bien-être émotionnel, mental et physique. S'il y a un sentiment durable d'isolement, de déconnexion sociale ou affective, même si on est parfois très entouré. Quelqu'un m'avait dit un jour, moi je ne vis pas seule, mais mon compagnon ne me parle pas, donc c'est comme si j'étais seule ou c'est peut-être même pire. Ça ne dépend pas du nombre de nos contacts sociaux, mais de la qualité de nos relations perçues. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'a que 2 amis, mais sur lesquels on peut compter. On n'a pas plein d'amis sur Facebook, sur les réseaux, on n'a pas d'amitié virtuelle, on a des vrais amis physiquement avec qui on échange, avec qui on partage des choses. Parce que la solitude chronique, ça va augmenter le stress, ça va augmenter l'anxiété, la dépression, ça va affecter la mémoire, les fonctions cognitives, affaiblir le système immunitaire. Donc, vous voyez que c'est tout l'inverse de toutes les thématiques que je viens d'aborder jusqu'alors. On est vraiment
c'est contre-productif, on s'éloigne du bien-être et de notre épanouissement personnel. Hein. C'est-à-dire que si on rencontre un isolement social, un manque de réseau, alors ça peut être la retraite, un divorce, un veuvage, un déménagement, ce que j'appelle des fractures de vie. Hein. Ça peut être des traumatismes affectifs, ça peut être une timidité ou une anxiété, phobie sociale, la maladie, l'usage excessif de réseaux numériques, une illusion de lien, mais en fait, il y a un vide affectif. Oui, cette société individualiste, hein, où il y a moins de contacts, où la réussite personnelle est valorisée au détriment du bien. Parfois, on ne connaît même pas son voisin. Sachez que la solitude, elle n'est pas toujours négative. Hein, ça peut être un espace de connaissance de soi, hein, qui va valoriser l'introspection. C'est-à-dire, c'est une solitude, j'allais dire, qui va être habitée, qui va être choisie, qui va être féconde, hein, de l'utiliser aussi à ces moments-là pour créer pour soi, pour réfléchir, pour faire le point et pour orienter de nouveaux projets, voilà, justement de nouvelles actions. Alors, comment remédier à cette solitude, reconnaître ce besoin de lien, hein, en disant, bah oui, peut-être que j'en ai pas assez, avoir vraiment la volonté, la motivation de créer ces connexions de qualité, de s'engager dans des activités collectives, hein, associations, bénévolat, cercles de parole ou, comme aujourd'hui, hein, de suivre des webinaires ou des ateliers, de travailler son estime, hein, oser se montrer tel qu'on est pour des liens authentiques, sans masque, hein, sans masque social qu'on a eu dans un cadre professionnel souvent ou peut-être même familial, hein, d'être dans l'authenticité pleinement. Voilà, parce que la solitude s'accompagne de détresse. Hein, vraiment, le mot est fort, mais oui, il y a des moments, on se sent bien seul, hein, dans sa solitude, isolé, pas compris. Et là, on est vraiment complètement à l'opposé de la philosophie positive. De vraiment chercher le sens de notre vie. Hein, alors, c'est le connais-toi toi-même de Socrate, hein, et tu connaîtras le monde, mais c'est vraiment cette question fondamentale. Qu'est-ce que je veux encore, ici et maintenant, aujourd'hui, faire? Qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Qu'est-ce qui va m'amener au bonheur? Qu'est-ce qui va m'épanouir? Parce que là encore, je sais que je me répète, mais c'est important. Nous sommes uniques. Il n'y a pas deux personnes comme nous sur Terre. Donc, dans notre unicité, avec nos spécificités, avec nos qualités, nos petites faiblesses et nos petites difficultés, nous avons chacun des besoins différents et nous avons chacun des projets différents. Et aussi un physique différent, un cœur différent, un mental différent. Donc, l'autre n'est pas nous. Si quelqu'un vous conseille, si vous lui avez demandé conseil, c'est bien. Sinon, les conseils sont bons pour ceux qui les donnent. Chacun, on fait ce qui correspond au sens de la vie qu'on veut donner. Alors, vous chercherez, il y a des philosophies classiques avec Aristote, par exemple, de l'existentialisme avec Sartre, des philosophies orientales, mais tout ça amène à cette psychologie positive d'identifier ses valeurs profondes, de s'engager dans des activités qui ont un sens, c'est-à-dire un sentiment d'utilité, de contribution. Et surtout, n'oubliez pas, je l'écris encore, la gratitude. On dit aux enfants, tu n'as pas dit le mot magique. Oui, c'est un mot magique de remercier l'univers, Dieu, suivant votre foi, hein, en quoi vous croyez. Remercier pour ce que l'on a eu, pour ce que l'on a et pour ce que l'on aura. Hein, voilà, c'est ainsi qu'on trouve du sens à notre croissance personnelle, à l'amour, à la créativité. Hein, Sartre disait, le sens de la vie est ce que vous en faites. Hein, voilà, donc quel sens je prends, quelle orientation, hein, est-ce que je reste à stagner sur un plan horizontal, est-ce que je m'éloigne à droite ou à gauche du droit chemin, si droit chemin il y a, et en tout cas, se projeter, hein, sur l'horizon, mais également la bulle de protection, hein, sur le plan horizontal, mais également de verticalité au niveau de la spiritualité. Hein. La religion est spiritualité, mais tout n'est pas spiritualité. Prendre le temps, alors, comment l'appliquer dans sa vie quotidienne?
Prendre le temps de réfléchir pour ce qui compte vraiment pour chacun d'entre vous. De définir des objectifs en accord avec vos valeurs. De s'investir dans des projets. Ça, c'est un peu plus dur. Hein, d'accueillir les épreuves comme en fait un outil de croissance. D'accepter aussi que là, ce qui m'arrive, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas, je trouve que ce n'est pas juste. Voilà, j'ai des émotions négatives, des pensées négatives. Voilà. De reconnaître aussi en toute authenticité qu'en ce moment, ce que je vis, c'est compliqué. C'est ainsi qu'on a de l'honnêteté avec soi et que ça va nous permettre d'être au creux de la vague et de remonter. Hein, parce qu'on ne peut pas toujours être au plus haut niveau, au top de sa forme. Alors, reconnaître pour ne pas reconnaître les difficultés, pour ne pas tomber dans cette positivité toxique, hein, vous l'avez compris, parce que trop de positif, à un moment, ça devient nocif. Et puis, on peut se dire aussi, pourquoi moi, je n'y arrive pas, pourquoi ça ne fonctionne pas, hein. C'est-à-dire, c'est une attitude qui va imposer une vision optimiste. Hein, c'est-à-dire qu'on ne nie pas, on ne rejette pas l'émotion négative. C'est un optimisme qui n'est pas forcé, qui est réaliste et ainsi ne nuit pas au bien-être. Hein, voilà. Alors, c'est l'idée, on contre cette phrase, on ne doit pas toujours être positif quoi qu'il arrive. Non, ce n'est pas possible. On est réaliste, hein, on ne refoule pas, on ne minimise pas. On n'invalide pas les émotions difficiles, négatives, comme la tristesse, la colère ou la peur. Ça aussi, ça a du sens. Ces émotions, elles existent parce que ce sont les warnings, ce sont les clignotants qui vont nous indiquer en fait ce qui se passe au plus profond de notre être, au niveau de la biochimie du corps. Hein, c'est-à-dire, on n'invalide pas les émotions réelles. Émotions négatives, normales, nécessaires à l'équilibre psychique. Ça ne nous empêche pas la résolution de problèmes. Hein, voilà. On nie pas les difficultés, on ne les évite pas, on les affronte, on cherche des solutions. Ainsi, ça ne rajoute pas, puisqu'on est quand même bien façonné ainsi, ça ne va pas nous rajouter de la culpabilité. Hein, parce que souvent, si on ne réussit pas, si on n'est pas assez optimiste, on va dire alors peut-être que je suis faible, moi, j'y arrive pas, les autres y arrivent. Important, on ne se compare pas. Ça ne sert à rien de se comparer parce que l'autre n'est pas nous. L'autre peut être inspirant. À ce moment-là, c'est l'effet Pygmalion, hein, je le note, c'est l'effet Pygmalion. Oui, je vais m'inspirer parce que c'est une conduite qui est inspirante, mais je ne me compare pas. J'accueille mes émotions avec bienveillance. J'insiste encore, les négatives comme les positives. Je pratique la présence, hein, le moment présent. Donc, si on voit bien, je vous l'écris, vous savez comment il s'écrit, mais le présent, c'est un cadeau. Donc, j'accueille le moment présent. Je suis dans l'acceptation. Je ne choisis pas la fuite ou le déni. Ce qui fonctionne bien, c'est les exercices de méditation, par exemple. J'encourage la résilience, donc je reconnais cette douleur et je sais que j'avance avec lucidité. Oui, je reconnais qu'en ce moment, c'est compliqué. Je favorise l'empathie, l'écoute active. Alors, l'écoute active, je parlais tout à l'heure de CNV. L'écoute active, c'est tout simplement la reformulation. Quelqu'un me parle mal, je lui dis, mais c'est bien ça que tu viens de me dire? Empreint de méchanceté, de bêtise. Ou alors, je n'ai pas compris, j'ai mal écouté, je pense avoir mal compris. Je demande à la personne, à mon interlocuteur, de reformuler ce qu'il m'a dit. Ça veut dire que j'ai une écoute active. Je suis en train, non pas d'entendre, mais d'écouter avec attention. D'ailleurs, vous voyez, je viens vers vous, hein, parce qu'il y a le mouvement du corps aussi. Je suis en train d'écouter avec attention ce que l'autre est en train de me dire. Hein, parce que souvent, les personnes parlent beaucoup, mais n'écoutent pas l'interlocuteur. De ce fait, une positivité qui va être authentique, qui va être saine. Hein, et c'est-à-dire que le bonheur ne va pas consister à nier le malheur, mais à savoir le traverser. Hein, c'est une notion vraiment essentielle, hein, pour cette philosophie positive, afin d'éviter que cet optimisme il soit mal compris ou alors qu'il soit
amené comme une obligation ou alors un masque. Hein, voilà, donc de s'en servir à bon escient et de savoir qu'il y a des moments, c'est compliqué hein, et qu'on est peut-être même en incapacité de vivre cette philosophie positive. Alors, je vais conclure, puisque je vois que le temps passe et je vais rendre l'antenne à Lydie, mais en parcourant ensemble ces sentiers, j'allais dire, hein, puisque c'est l'importance du chemin parcouru, ces sentiers de la philosophie positive. Hein, vous avez vu qu'il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés de la vie, mais de choisir comment y répondre. Cette philosophie positive, elle va nous inviter à poser un regard qui va être lucide, réaliste, bienveillant sur nous-mêmes, à cultiver nos forces. Hein, on parlait tout à l'heure de coaching, donc de révéler son potentiel, hein, cultiver nos forces plutôt que de ruminer nos failles, nos difficultés, à transformer chaque expérience en opportunité d'apprendre et de grandir. Hein, c'est là, je sais, la plus grosse difficulté, j'allais dire notre plus grosse mission de vie. Le bien-être n'est pas une destination figée, hein, mais ces sentiers, ces chemins quotidiens qui sont faits de petits gestes, de petits instants, de moments de partage, hein, à travers les relations, de prendre soin de son corps aussi et de son esprit, et surtout pour rester ouvert à l'émerveillement. Hein, c'est très important dans la notion d'accomplissement de soi, de continuer à s'émerveiller des petites choses de la vie, et puisqu'on rejoint ce dont je vous ai parlé, hein, la sobriété et le minimalisme. Cet épanouissement personnel va vraiment être cultivé ou naître ou renaître hein, quand nous vivons en cohérence avec nos valeurs, lorsqu'on agit avec, quand ça a du sens, quand on a demandé aux gens qu'est-ce qui vous rend heureux, en fait, on s'est aperçu c'est ce qui a du sens. Ça a du sens parce qu'on le fait avec le cœur. Vous savez, quand on dit on apprend par cœur, oui, on apprend par cœur parce que ça a du sens, ça nous motive au plus profond de notre biochimie interne. Hein. C'est-à-dire, nous retrouvons la joie dans le simple fait d'exister et de dire merci la vie. Hein, voilà. Donc, j'espère que vous repartirez avec après cette conférence avec vraiment la conviction que chacun d'entre nous, on détient cette capacité hein, à créer un monde plus lumineux en commençant par son monde intérieur parce que c'est un petit peu comme si parfois on met nos lunettes noires pour pas voir parce qu'on a peur d'être trop ébloui par le soleil. Hein, c'est ce qui donne l'image qui me vient pour conclure. Et en cultivant cette paix, cette gratitude et compassion, eh bien, on sème les graines d'un changement durable pour nous et surtout ce qui est intéressant pour notre entourage aussi, pour ceux que nous aimons. Voilà, je vous remercie pour votre écoute active, pour la dynamique, hein, ceux qui ont participé au chat et à Ezio qui m'a permis d'animer cette conférence aujourd'hui auprès de vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je rends la parole à Lydie. Merci beaucoup, Fabienne. Merci encore une fois pour votre intervention, votre accompagnement, cette inspiration que vous pouvez nous donner à chaque webinaire et dans ce. Alors, ce ne sont pas des cycles, mais en tout cas, il y a toujours cette cohérence qui se suit sur la thématique. Donc, merci encore une fois. J'espère que nos participants auront été ravis de passer cette heure avec nous. J'en profite pour vous pousser des petites notifications si vous souhaitez aller, alors j'allais dire plus loin sur le sujet. Disons que ça reste un petit peu en lien. Nous proposons des bilans individuels téléphoniques sur la thématique du stress, entre autres. Donc, la prochaine session du mois d'octobre est complète. Donc, je vous pousse le lien d'inscription éventuellement pour la session de décembre. Donc, si vous êtes disponible et que cela vous intéresse, n'hésitez pas donc à vous inscrire en cliquant directement sur le lien. Et j'en profite pour vous pousser un autre lien pour notre webinaire de lundi 29 sur la thématique cœur de femme, comment repérer les spécificités des maladies cardiovasculaires chez les femmes. Voilà, c'est une thématique qu'on aborde au sein d'Aesio Mutuelle qui compte pour tous, pour toutes notamment. Donc, même chose, si vous êtes disponible,
n'hésitez pas à cliquer et à vous inscrire. Vous allez recevoir un mail automatique pour répondre à notre enquête de satisfaction. Donc, si vous avez quelques minutes pour y répondre, ce sera très gentil. Ça nous permet évidemment à chaque fois de répondre un petit peu à vos attentes, de rectifier pour être toujours au plus près de vos besoins, j'allais dire. En tout cas, merci encore à tous d'avoir été nombreux à vous connecter aujourd'hui. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et bien évidemment, vous aurez accès au replay pour retrouver tous les conseils et les informations transmises par Fabienne aujourd'hui. Ouais, je suis en train de. Fabienne, d'écrire parce qu'on me demande en fait le plan d'aujourd'hui. Donc, je suis en train d'écrire à peu près ce que j'ai dit pour ceux qui ont. Mais on le retrouvera de toute façon. Voilà, j'ai presque fini. Allez, si je vous en prie. Et pour le webinaire, j'ai vu que la question, le webinaire, excusez-moi, le replay, comme je le disais, vous allez recevoir le lien d'accès par mail, un mail automatique qui s'enverra dans les minutes qui suivront la clôture du webinaire. Donc, vous aurez toutes les infos par mail pour répondre à la question de Dany. Voilà, et en effet, le plan, donc si tout le monde s'est exprimé et a pu poser toutes ces questions, eh bien, je vais vous laisser retourner à vos occupations, vous souhaiter un très bel après-midi, une bonne semaine et puis à très bientôt. Et Fabienne, merci encore et à très vite. Merci Lydie et puis merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire et puis n'oubliez pas d'emporter sous le bras le gros volume de la philosophie positive et dès aujourd'hui de commencer à l'introduire dans votre quotidien. Voilà. Bonne continuation à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.